Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'axiome de fondation, qui est donc un axiome de la théorie des ensembles que j'avais prévu initialement de faire que j'aurais dû faire dans la première vidéo sur les axiomes de ZFC, que j'ai oublié de faire, et en fait finalement j'en ai été plutôt inspiré parce que en faisant quelques recherches pour faire la vidéo sur cet axiome de fondation, j'ai découvert plein de trucs que je connaissais pas. Et du coup, alors que je pensais faire une vidéo de quelques minutes initialement, j'y ai passé tout mon après-midi hier, et on va découvrir plein de trucs sur cet axiome de fondation. Donc d'abord, on parlera de l'axiome de fondation, bien entendu, et ensuite on parlera des hyperensembles, qui sont... En fait, la théorie des hyperensembles, c'est une théorie qui est alternative à celle des ensembles, donc on n'est plus dans ZFC, ou du moins, on ne sera plus dans ZFC avec l'axiome de fondation, on se délaissera de l'axiome de fondation, et on le remplacera par un axiome d'antifondation qui dit exactement le contraire de ce que dit l'axiome de fondation, et qui nous permettra en fait de faire des nouvelles choses avec. Donc, cet axiome de fondation, initialement, c'est un axiome qui est mis en place en particulier par John von Neumann. En particulier, John von Neumann, c'est celui qui a fait la construction des entiers, qu'on verra dans la prochaine vidéo de théorie des ensembles. Et quand il le met en place, l'idée c'est d'apporter une certaine régularité. On est en train, avec l'axiome de fondation, d'empêcher l'existence de certains ensembles. On veut que seuls certains ensembles existent, que d'autres n'existent pas. Il y a des ensembles qu'on considère comme aberrants et dont on veut empêcher l'existence. Donc, en fait, ce que nous dit cet axiome de fondation, c'est que pour tout ensemble X, si X n'est pas l'ensemble vide, alors on peut trouver un élément de l'ensemble X, un Y, tel que l'intersection de X et de cet élément est l'ensemble vide. Autrement dit, du coup, tout ensemble non vide admet un élément avec lequel il est disjoint. C'est quelque chose qui est pas forcément très clair de pourquoi on veut mettre en place un tel axiome initialement, mais en fait ça va avoir des conséquences tellement logiques que pendant très longtemps on n'a eu aucune idée de pouvoir contester un axiome comme celui, comme est l'axiome de fondation. Un petit exemple. Du coup, dans la théorie ZFC, donc je mets entre parenthèses avec fondation parce que du coup maintenant on a tendance des fois, en particulier dans la théorie des hyperensembles, à aborder ZFC sans fondation. Dans la théorie du coup ZFC avec fondation, si on a un ensemble X qui est égal au singleton Y, bah du coup le seul élément de X c'est Y. Et comme X, d'après l'axiome de fondation, possède un élément Y tel qu'il est disjoint avec cet élément, on a que X inter Y c'est l'ensemble vide. Alors en particulier le fait que X inter Y c'est l'ensemble vide, on a que X est différent de Y. Et notamment, ça nous montre que l'équation ensemble X égale le singleton X n'a pas de solution. Alors pourquoi une telle équation n'a pas de solution? Parce que si elle avait une solution, on serait sous un ensemble de la forme X égale le singleton Y avec Y égale X. Or on a dit que X et Y étaient disjoints dans ce cas-là, si on avait ça, à cause de l'axiome de fondation, et donc ça nous montre que, en particulier, du coup, en appliquant ça, on a que X est disjoint de X, que X inter X, ça fait l'ensemble vide. La seule possibilité, c'est d'avoir X qui est l'ensemble vide, et X qui est l'ensemble, parce que X inter X c'est X, bien entendu, et X, il est l'ensemble vide, n'est pas solution de cette équation. En fait, une solution de cette équation, ça serait un ensemble comme celui-ci. On a des accolades, des accolades, parce qu'en fait, si on fonctionne par substitution, vu que X égale le singleton X, on pourrait remplacer ce X là par le singleton X et remettre le singleton X dedans, et ça nous ferait une infinité de singletons emboîtés les uns dans les autres, et c'est justement ce genre de choses en particulier que l'axiome de fondation veut empêcher. Donc en fait, l'axiome de fondation, il est aussi appelé parfois l'axiome de régularité, et comme je vous l'ai expliqué précédemment, l'idée c'est vraiment de mettre en place une forme de régularité sur les ensembles. On veut que certains ensembles qui nous semblent dérangeants, comme ce singleton jusqu'à l'infini, n'existent pas. Alors en particulier, l'axiome de fondation, il va pouvoir nous permettre de dire qu'il n'existe pas d'ensemble qui se contiennent lui-même. Alors jusqu'à maintenant, on savait pas s'il y avait de tels ensembles. Typiquement dans les vidéos, par exemple sur le paradoxe de Russell, ou dans la vidéo au début de la vidéo sur les axiomes de ZFC, quand on parlait des principes de compréhension restreints
ou non restreint dans le cas de la vidéo sur l'axiome le paradoxe de Russell, on avait considéré l'ensemble de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Et du coup, quand on considérait ce type d'ensemble-là, un ensemble qui s'appartient ou non à lui-même, on imaginait la possibilité quand même qu'il y ait des ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Qui s'appartiennent à eux-mêmes, excusez-moi. Et en fait, on va montrer que c'est pas possible. Et du coup, en particulier, l'ensemble de tous les ensembles qui s'appartiennent pas à eux-mêmes, c'est du coup juste l'ensemble de tous les ensembles. Et du coup, ce que nous dit le paradoxe de Russell, c'est que ça n'existe pas, bien entendu. Donc, on va montrer du coup que si on prend un ensemble, il ne se contient pas lui-même. En effet, si on prend un ensemble X tel que X appartienne à X, en particulier par l'axiome de la paire, on peut considérer Y qui est le singleton X. Alors, si l'ensemble Y c'est le singleton X, il existe bien sûr, c'est l'axiome de la paire qui nous dit ça, on peut créer un singleton, une paire, un triplet, etc. Et du coup, cet ensemble Y là, en particulier, il vérifie l'axiome de fondation. Bon alors, du coup, ça m'inverse mes X et mes Y, par rapport à ce que je l'ai écrit, que de la façon dont j'ai écrit mon axiome de fondation. Mais du coup, ce que nous dit l'axiome de fondation, c'est il existe un élément de Y, tel que l'intersection entre Y et cet élément, ça soit l'ensemble vide. Le seul élément de Y, c'est X, et donc on a que l'intersection de X et de Y, c'est l'ensemble vide. Or, on sait que X, il appartient à Y, qu'on vient de créer là, et que X, il appartient aussi à X. Mais du coup, si X, il appartient à Y, ici, que X, il appartient à X appartient à Y, ici, que X appartient à X il appartient à Y inter X, et Y inter X, on l'a dit par l'axiome de fondation, il existe un ensemble, quand il existe un élément de X, Y, tel que Y inter X égale 0, cet élément c'est forcément X, donc on a X qui appartient à Y inter X, qui est l'ensemble vide, ce qui est absurde. Et du coup on sait qu'il n'existe pas d'ensemble qui se contienne lui-même. Dans le même genre, on va avoir le fait qu'il n'existe pas de cycle d'ensemble, c'est-à-dire un ensemble, des ensembles x0, x1, etc. jusqu'à xn, tels que x0 appartiennent à x1, etc. appartiennent à x2, etc. jusqu'à appartiennent à xn, et que ce xn appartienne de nouveau à x0. Voilà. Au même titre qu'on peut pas avoir un ensemble qui appartient à lui-même, on peut pas avoir un ensemble qui appartient à un ensemble qui appartient à un ensemble, etc. qui, au final, appartiennent à lui-même. Alors, comment on monte ça ? On va avoir une démarche qui est à peu près celle qu'on a eue juste avant. On va poser l'ensemble Y, qui est l'ensemble qui contient x0, x1, etc. et jusqu'à xn, donc c'est un n-uplet, et celui-là on sait qu'il est... Alors, c'est pas un n-uplet, c'est un ensemble à n éléments, excusez-moi. Et celui-là on sait qu'il existe par l'axiome de la paire, en répétant l'axiome de la paire, comme on l'a vu dans la vidéo avec les exercices. On sait qu'un tel ensemble existe, et en particulier on sait qu'il vérifie l'axiome de fondation. Il existe donc un élément de cet ensemble-là, dont l'intersection avec Y soit l'ensemble vide. Mais on sait que on a, si je prends x0, x0 il y a xn dedans, et dans Y il y a xn aussi, donc x0 inter xn c'est pas l'ensemble vide. x1 il y a x0 dedans, et dans Y il y a x1 aussi, donc Y inter x1 c'est pas l'ensemble vide. Et que, etc., et jusqu'à Y inter xn, on sait que c'est pas l'ensemble vide parce qu'il y a xn-1 qui est dans xn, c'est ce qu'on a là à chaque fois, et on a xn qui est xn-1 qui est aussi dans y. Du coup l'intersection elle est jamais vide, ça contredit du coup l'axiome de fondation, et ça nous montre que une structure de ce type-là n'existe pas. On peut pas avoir un ensemble qui appartient à un autre qui appartient au premier par exemple. On peut pas avoir x appartient à y et y appartient à x, ça c'est pas possible. Encore une dernière propriété, le fait qu'on peut pas avoir d'ensembles qui s'appartiennent à eux-mêmes indéfiniment. Ce que j'entends par là, c'est si on prend un ensemble x0, qu'on prend un ensemble x1 qui est dans x0, qu'on prend un ensemble x2 qui est dans x1, qu'on prend un ensemble x3 qui est dans x2, etc., on peut pas continuer comme ça jusqu'à l'infini. Alors, un truc sur lequel j'insiste par rapport à ça, c'est qu'il faut faire attention. Par contre, si je tourne toutes mes appartenances, ça marche, à chaque fois, je peux prendre un ensemble plus grand qui contienne mon premier ensemble. Je peux prendre l'ensemble vide qui appartient aux parties de l'ensemble vide, typiquement, qui appartient aux parties des parties de l'ensemble vide, et j'ai juste à rajouter l'ensemble des parties à chaque fois, et mon ensemble sera toujours dedans. Donc, on peut partir d'un ensemble et créer des ensembles de plus en plus grands qui le contiennent à chaque fois. Par contre, on peut pas partir d'un ensemble et trouver des ensembles à l'intérieur à chaque fois et continuer indéfiniment. Dans ce sens-là, ça marche pas. Donc,
pour montrer ça, on va encore continuer comme d'habitude. On prend y qui est égal à l'ensemble des xn pour n appartenant à n. Et du coup, si on prend un n appartenant à n, on a que xn plus 1, il appartient à y inter xn. En particulier, il n'existe aucun élément de y, aucun x appartenant à y tel que x inter y égale l'ensemble vide, et ça contredit l'axiome de fondation, et ça nous montre qu'une telle structure, encore une fois, n'existe pas. Voilà. En particulier, ça nous dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut tout construire avec de l'ensemble vide. Parce que, si une telle structure n'existe pas, ça veut dire que si on prend un ensemble donné, x0, puis qu'on prend un ensemble x1 dedans, et que dans x1 on prend un nouvel ensemble x2, etc. Et au bout d'un moment on sera obligé de s'arrêter. Et si on est obligé de s'arrêter, c'est que notre dernier ensemble, il n'en contient plus aucun, que c'est l'ensemble vide. Voilà. Et du coup, en fait, dans tous nos ensembles, en cherchant dans les éléments, etc., on finit toujours par tomber sur l'ensemble vide. Et en fait, tous les ensembles ne sont constitués que de l'ensemble vide. On a pris l'ensemble vide, on a fait des ensembles de parties d'ensemble vide, des unions d'ensemble vide, des paires avec des ensembles vides, et à la sortie, on arrive à trouver tous les ensembles. Voilà. Éventuellement, on a répété des fois cette étape une infinité de fois, mais bon. Voilà, c'est vraiment ce que nous dit l'axiome... c'est vraiment ce que nous dit l'axiome de fondation, c'est que tous les ensembles se construisent à partir de l'ensemble vide en itérant et en faisant des parties et des unions, quoi. C'est une des raisons pour lesquelles on aime bien avoir l'axiome de fondation, et le fait de pouvoir tout construire à partir de l'ensemble vide, ça s'appelle justement la hiérarchie de von Neumann. Et c'est pour ça en particulier que l'axiome de fondation, c'est quelque chose auquel von Neumann s'est intéressé. En particulier, vu qu'on construit tous les trucs en mathématiques à partir de l'ensemble vide, on sait que les éléments, les 1, 2, 0, etc., je vous ai dit que c'était des ensembles, puisque tout n'est que ensemble. Et du coup, vu que tout n'est que ensemble et qu'on les construit à partir de l'ensemble vide, en fait, l'ensemble vide, on va dire que c'est 0. 1, ça va être l'ensemble qui contient 0, c'est-à-dire l'ensemble de l'ensemble vide. 2, ça va être l'ensemble qui contient 0 et 1, c'est-à-dire l'ensemble de l'ensemble vide et de l'ensemble vide. Et du coup, en particulier, on a 0 qui appartient à 2, qui appartient à 3, etc. Et là aussi, on a une suite qui est une chaîne qui est dans l'autre sens, On peut trouver 0, puis créer 1 où 0 appartient à 1, puis créer 2 où 1 et 0 appartiennent à 2, etc. Et du coup, on peut créer une suite infinie d'appartenances dans ce sens-là, mais pas avec les signes appartenance dans l'autre sens. Voilà. Alors tout ça, je vous en reparlerai, du fait que 0 appartient à 1, etc. dans la prochaine vidéo sur la construction des entiers. Donc voilà, on a fini pour la régularité, donc on a montré qu'en fait plein de trucs n'existaient pas. Typiquement, dans la première diapositive, on avait vu que cet ensemble-là n'existait pas. Alors, pour plusieurs raisons, mais notamment en fait juste parce que c'est une suite infinie d'ensembles imbriqués dans eux-mêmes, ou encore parce que c'est un ensemble qui appartient à lui-même. En particulier, l'ensemble qui contient 0 et l'ensemble qui contient 0 et un autre ensemble qui contient 1 et qui contient un autre ensemble qui contient 2, etc. Ça nous fait une suite imbriquée infinie d'ensembles et ça n'existe pas. Par contre, l'ensemble qui contient 0, 1, 2, etc., ça c'est l'ensemble des entiers, et il existe, c'est ce que nous dit l'axiome de l'infini. Donc voilà, on a des ensembles infinis, ça existe. L'axiome de l'infini nous dit que ça existe en fait. Par contre, on n'a pas d'ensemble infiniment imbriqué d'autres ensembles. L'ensemble x égale... le fait que x... si on prend l'équation ensembliste, x égale le singleton qui contient x, cette équation, on a vu qu'elle n'avait pas de solution. Et par exemple, une autre équation qui n'a pas de solution, c'est l'ensemble x tel qui est égal à la paire 1,y, et l'ensemble y qui est égal à la paire 2,x, parce que, déjà ça nous fait un cycle, y appartient à x, et x appartient à y, mais aussi ça nous ferait, si on les emboîtait, si on remplaçait y là par 2,x, puis on remplaçait x par 1,y, ça nous ferait encore un ensemble infini qui s'appartient à lui-même, un truc de cette forme-là, sauf que ça serait pas 0, 1, 2, 3, ça serait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc, en particulier, ce système, il n'admet pas de solution. Mais on peut se demander, en fait, pourquoi on veut pas de tous ces ensembles-là? En fait, ils sont pas dérangeants. Pourquoi on pourrait pas les laisser, ils existeraient, on les utiliserait pas forcément, mais pourquoi on a vraiment besoin de ne pas les avoir? Jamais vous ne trouverez une preuve en mathématiques qui vous dit « Ah, et du coup, on arrive à une imbrication d'ensembles infini, à une infinité d'ensembles imbriqués les uns dans les autres. » Alors non, une infinité d'ensembles, il faut que
quand je dis ça, c'est au sens dans ce sens-là, parce que là, on a une infinité d'ensembles qui s'imbriquent les uns dans les autres. Mais c'est le fait qu'on a, qu'on a pris qu'on a pris un ensemble et que dedans il y a un autre ensemble et qu'il y a encore un ensemble et qu'il y a encore un ensemble, etc. et qu'on peut continuer indéfiniment. On arrive à un truc comme ça et du coup, on se rend compte que c'est absurde et du coup, on a montré qu'une propriété vraie était fausse et bon, on fait des trucs avec. Jamais vous ne verrez une démonstration qui marche comme ça en maths. En fait, l'axiome de fondation, c'est un truc qu'on n'utilise vraiment jamais. Et vu qu'on l'utilise jamais, on s'est demandé pourquoi on l'avait créé. Et en fait, des fois, on s'est dit, mais ça serait bien pratique que, en fait, cette équation-là, par exemple, elle mette des solutions, que cet ensemble-là, il existe. Et c'est sur quoi j'ai fait des recherches hier après-midi, et ça nous amène à ce qu'on appelle la théorie des hyperensembles. Alors, en fait, pour qu'on puisse permettre à tous ces ensembles-là qui n'existaient pas d'exister, déjà, on doit considérer ZF sans l'axiome de fondation, parce que l'axiome de fondation, il nous dit que tous ces ensembles-là n'existent pas. Donc, si on considère ZF sans l'axiome de fondation, en fait, on a un autre univers d'ensemble, qui est pas le même que celui qu'on considérait d'habitude. J'ai dit ZF, pas ZFC. En fait, des fois on considère ZF sur l'axiome du choix aussi, mais là c'est le fait que C n'est pas important, si j'ai pas marqué ZFC. Du coup, on aurait l'ensemble, l'univers qu'on considère d'habitude quand on a notre axiome de fondation. Et on aurait du coup un autre univers qui serait plus large parce que il peut contenir les ensembles que nous interdisent l'axiome de fondation. Et du coup, ça va nous permettre de distinguer deux types d'ensembles, les ensembles bien fondés et les hyperensembles. Les ensembles qui sont dans oméga, c'est-à-dire oméga, du coup, on peut voir ça comme un sous-univers de oméga prime, même si je suis pas sûr que le terme soit vraiment correct, mais l'idée c'est que nos ensembles qui vérifient l'axiome de fondation, quand on prend ZFC avec l'axiome de fondation, il se trouve en fait parmi tous nos ensembles quand on ne prend pas l'axiome de fondation. Et parce que notre axiome de fondation ne permet pas d'avoir de nouveaux ensembles, il permet juste d'en exclure. Et du coup, ces ensembles, ce sont ceux qui vérifient les axiomes de fondation et du coup les règles de régularité qu'on a vu avant, ce sont les ensembles qu'on va dire bien fondés. Et les autres ensembles, alors ça a des rapports avec la notion d'ordre bien fondé en particulier, mais je vais pas m'approfondir là-dessus. Et les autres ensembles, du coup ceux de oméga prime qui ne sont pas des ensembles de oméga, sont ce qu'on va appeler des hyperensembles. En fait, pourquoi on les appelle hyperensembles ? Parce que c'est des trucs bizarres où ils peuvent appartenir à des infinités d'autres ensembles, on peut avoir des boucles, ce genre de choses. Et du coup, on a dit que tout ce genre de choses-là, et bien du coup, ce sont des hyperensembles. Ils n'existaient pas dans ZF avec fondation. Dans ZF sans fondation, ils pourraient exister. Alors, bien sûr, jusqu'à maintenant, rien ne nous dit qu'ils existent. C'est juste qu'ils pourraient exister. On a enlevé l'axiome de fondation, et pour qu'ils existent, il faudrait qu'on puisse les construire. Voilà. Alors, c'est un truc que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais nos ensembles bien fondés, ceux qu'on avait précédemment et qui vérifiaient les règles de régularité, c'est tous ceux qu'on pouvait construire avec nos axiomes de construction à partir de l'ensemble vide, en faisant des paires, des réunions, des ensembles des parties. On partait de notre ensemble vide et on construisait tous ces ensembles bien fondés avec. Du coup, tous nos ensembles de ZFC quand on prenait avec fondation. Mais maintenant, on prend ZFC sans fondation, mais ces ensembles bien fondés, ils sont toujours constructibles à partir de l'ensemble vide. Donc, on va essayer maintenant, vu que rien ne nous disait qu'on avait ces hyperensembles, on a juste dit que rien ne nous interdisait qu'ils existent. On n'a plus l'axiome de fondation qui nous dit « ils n'existent pas ». Mais ça veut pas dire qu'ils existent forcément. Et du coup, on va essayer de construire des hyperensembles, et pour construire des hyperensembles, en fait, on va avoir besoin de parler de l'axiome d'antifondation, et ça se base sur notamment la notion de graphe de relation. Alors, le graphe de relation, c'est pas un truc très complexe. En fait, si on prend un ensemble E sur lequel on a une relation binaire, qui nous dit par exemple x plus grand que la relation d'ordre, c'est une relation, la relation d'égalité, c'est une relation, vous connaissez, on prend un x, notre relation y, et on regarde si c'est vrai ou faux. Et du coup, on va appeler le graphe de la relation, donc le graphe qui est orienté, ça veut dire que les arêtes elles ont un sens, EV, alors quand on note un graphe comme ça, c'est l'ensemble de points, puis l'ensemble d'arêtes, et nos arêtes, ce seront les arêtes telles que une arête, on a AB qui est une arête, si et seulement si on a ARB qui est vrai.
Donc je vais vous donner un premier exemple qui est assez simple. Si on prend un ensemble AB, donc E c'est AB, et qu'on regarde la relation R qui est donnée par A différent de B. Qu'est-ce que c'est le graphe de la relation? On sait qu'on a A qui est différent de B, donc on trace une flèche de A vers B. On sait qu'on a B différent de A, donc on trace une flèche de B vers A. Par contre, B est égal à B, donc on ne trace pas de flèche de B vers B, et A égale à A, donc on ne trace pas de flèche de A vers A, et donc on a le graphe de la relation être différent pour un ensemble à deux éléments. Un autre exemple de graphe, on va prendre le graphe de la relation d'ordre du fait d'être strictement inférieur sur n. Alors, on va le prendre en prenant en compte la transitivité, je vous explique juste après pourquoi. Donc on a 0 qui est strictement inférieur à 1, donc je trace une flèche de 0 à 1. On a 0 qui est strictement inférieur à 2, 1 qui est strictement inférieur à 2, je trace une flèche de 1 à 2. 2 qui est strictement inférieur à 3, je trace une flèche de 2 à 3. 3 qui est strictement inférieur à 4, je trace une flèche de 3 à 4. 4 qui est strictement inférieur à 5, je trace une flèche de 4 à 5. Bon, quand je dis en prenant en compte la transitivité, c'est qu'en fait j'ai pas tracé de flèche de 0 à 2. Bon, je pourrais vous faire croire que j'en ai tracé une, qu'elle est confondue, mais bon, j'ai pas tracé d'autres flèches au-dessus de 0 à 2, j'ai pas tracé d'autres flèches de 0 à 3, mais en fait, il y en a une, mais c'est vu que la relation elle est transitive, en fait c'est sous-entendu, et on a notre... du coup, en fait, le fait qu'on ait une flèche de 0 à 1 et de 1 à 2, vu que c'est transitif, sous-entend le fait qu'on aurait une flèche de 0 à 2, je l'ai pas dessiné parce que ça faisait beaucoup de flèches, mais voilà dans l'idée ce que c'est. Bon, alors je le ferai pas trop, ce fait de prendre en compte la transitivité. Donc en fait vous pouvez juste imaginer que j'ai aussi tracé une flèche de 0 à 2 qui est pile celle qu'on voit là, une flèche de 0 à 3. Mais bon bref, c'est cette idée, le fait que on est juste en train de regarder la relation entre nos deux éléments, et s'ils sont liés entre eux, on trace une flèche. Donc maintenant on va parler d'une décoration d'un graphe. Alors si on prend un graphe G du coup avec un ensemble E de sommet et un ensemble V d'arête. Et une décoration, c'est une application F. Donc une application F qui est du coup une fonction de E dans E. Alors non, une fonction qui part de E, qui n'est pas forcément dans E, excusez-moi. Et donc une fonction qui est définie de E dans un autre ensemble qu'on n'a pas forcément précisé ici. Et si on prend A qui appartient à E, on veut qu'on ait, donc A c'est un point du coup du graphe, on veut qu'on ait F de A qui est égal à l'ensemble des F de B tels que B, R, A. Donc B et A sont en relation. C'est-à-dire en fait on a une flèche de B vers A. En fait on veut que F de A ça soit l'ensemble des F de A ça soit l'ensemble des F de B tels que B est en relation avec A. En fait on a juste pris un point A, par exemple celui-là, on a regardé nos points tels que B et A, donc ici c'est B par exemple sur cet élément, et du coup on veut que notre fonction elle vérifie le fait que F de A ça soit l'ensemble qui soit le singleton F de B. Et F de B ça sera aussi l'ensemble qui est le singleton F de A. Et on voit assez facilement venir, là si j'ai F de A qui est l'ensemble qui est le singleton F de B et F de B qui est l'ensemble qui est le singleton F de A, c'est qu'en fait j'ai construit un ensemble X, soit F de A et Y F de B, tel que X appartient à Y et Y appartient à X. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée de cette décoration, par exemple. Là c'était juste un exemple. Et par contre, une telle décoration, déjà il faut noter deux trucs, c'est qu'elle a aucune raison de forcément d'exister. On ne sait pas s'il y a une décoration. Et s'il y a une décoration, on ne sait pas si elle est unique non plus. Alors, du coup, quelques exemples de décoration qui sont en fait sur les exemples de graphes qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, c'est ce que je vous disais. C'est si le graphe ci-dessus, il admet une décoration F, on sait que F de A, du coup, c'est l'ensemble des F de B tels que BRA. Alors, là, c'est l'ensemble des F de B tels que BRA, bien sûr. J'ai mes lettres qui se chevauchent un peu, mais parce que mes lettres de ma définition sont exactement les mêmes que celles de mon graphe. Mais bon. Du coup, F de A, en fait, le seul élément qui pointe vers A, c'est B, et donc c'est le singleton F de B. Et F de B, le seul élément qui pointe vers B, c'est A, donc c'est le singleton F de A. Et donc, en particulier, on a que le couple F de A, F de B, c'est une solution, comme je vous le disais avant, du fait que
de l'équation x égale le singleton y et y égale le singleton x. Voilà. Et c'est ce qu'on disait avant, c'est qu'on ne sait pas s'il y a des hyperensembles, donc en particulier on ne sait pas si un tel ensemble existe, ni si deux tels ensembles qui vérifient l'équation existent, ni s'il y avait une solution de ça, est-ce qu'elle serait unique par exemple. Et c'est ce à quoi nous servira plus tard l'axiome d'antifondation qu'on va bientôt voir. Un autre exemple, si on prend le graphe qu'on a vu avant, donc qui est la relation d'ordre strict sur n, on a 0 qui pointe vers 1, on a 0, donc f de 1, c'est l'ensemble qui contient f de 0, on a 1 et 0 qui pointent vers 2, donc f de 2 c'est l'ensemble qui contient f de 0 et f de 1, et plus généralement f de n c'est l'ensemble qui contient, du coup si on regarde tous les éléments qui pointent vers n c'est 0, 1, etc. jusqu'à n-1, et qui contient du coup f de 0, f de 1, etc. jusqu'à f de n-1. Par exemple, f de 2 c'est égal à l'ensemble qui contient f0 et f de 1, et f de 0, si on regarde qu'est-ce qui pointe vers 0, rien ne pointe vers 0, donc en fait c'est l'ensemble des f de a tel que a pointe vers 0, il n'y en a pas, donc c'est l'ensemble vide, et f de 1, c'est, si on regarde qu'est-ce qui pointe vers 0, vers 1 c'est 0, et c'est le seul truc qui pointe vers 1, et du coup f de 1, c'est le singleton f0, et du coup c'est le singleton qui contient l'ensemble vide, et f de 2, vu que c'était la paire f de 0, f de 1, c'est l'ensemble vide, et l'ensemble de l'ensemble vide. Et ça, si vous avez un peu suivi ce que je vous ai déjà dit jusqu'à maintenant sur la construction de von Neumann des entiers, et qu'on verra dans la prochaine vidéo, ça c'est aussi 2 en fait. On a dit que l'ensemble vide c'était 0, que 1 c'était l'ensemble de l'ensemble vide, et 2 l'ensemble qui contient l'ensemble vide et l'ensemble de l'ensemble vide, et en fait c'est comme ça qu'on définit nos entiers. À noter que là, cet ensemble, bien sûr ça admet une décoration, hein. On sait qu'on a une décoration qui existe, qui est la fonction f définie de cette façon-là, parce qu'on sait que les ensembles de cette forme-là, à partir de l'ensemble vide, l'ensemble de l'ensemble vide, etc., et on continue, on sait que ces ensembles-là existent, et donc on admet bien une décoration. Ce graphe admet bien une décoration, on est capable de la construire, et elle est unique. Ça se voit par l'axiome d'extensionnalité, parce que f de 0, c'est forcément l'ensemble des trucs qui pointent vers 0, il y en a pas, donc c'est l'ensemble vide. F de 1, c'est l'ensemble des images des trucs qui pointent vers 1, c'est l'ensemble, du coup ça contient juste f de 0, f de 0 c'est l'ensemble de l'ensemble vide, f de 1 est aussi déterminé uniquement, f de 2 va être déterminé uniquement comme étant l'ensemble qui contient f0, f de 1 qui sont déterminés uniquement, f de n va être déterminé uniquement comme l'ensemble qui contient f de 0, f de 1, etc. jusqu'à f de n-1 qui sont déterminés uniquement, et on le montrerait par récurrence, et ça nous montrerait que c'est une décoration qui est unique. Voilà, et le fait que c'est, bien sûr, que c'est du coup unique, c'est l'axiome d'extensionnalité, qui deux ensembles sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes éléments, bien entendu. Voilà. Et du coup, on en arrive finalement à notre axiome d'antifondation, qui nous permet d'assurer l'existence d'à peu près tous les hyperensembles qu'on voudrait construire, et qui nous dit qu'en fait, tout graphe admet une unique décoration. Du coup, si tout graphe admet une unique décoration, typiquement ce graphe admet une unique décoration, et en fait, il va exister une unique solution de l'équation x égale y, et x égale l'ensemble qui contient seulement y, et y égale l'ensemble qui contient seulement x. Voilà. Donc, ça nous permet d'assurer, par exemple, que ce système admet une unique solution, parce que x, ça va être f de a, y, f de b, et on a une unique fonction f qui fait que ça marche, donc on a un unique x, un unique y, et on sait qu'il y a une décoration qui fait que ça marche, donc on a bien une unique solution. Alors faut noter un truc par rapport à l'unicité, c'est qu'on pouvait pas du tout le fait que c'est une unique décoration, c'était pas du tout trivial qu'il y en ait une unique, si on l'avait pas précisé, il y en aurait pas forcément eu qu'une unique d'ailleurs. Et pour insister là-dessus, en particulier notre axiome d'extensionnalité, qui nous permet d'habitude de regarder si deux ensembles ils sont égaux, si seulement si ils ont les mêmes éléments, et du coup de regarder 10 fois si c'est unique ou pas, en fait là il nous permet de rien faire du tout. Par exemple, si on prend xy une solution de cette équation, on a, en particulier, on voit que si x égale y et y égale x, et que le couple xy est solution, on pourrait inverser les deux équations, et on remarquerait que le couple yx est solution aussi. Et du coup, on sait que le couple x, on sait qu'en fait, il faudrait montrer que si on veut une unicité, que ces deux couples-là, ce sont les mêmes, donc y égale x.
Mais x égale y, ben x c'est le singleton y, et y c'est le singleton x, donc si et seulement si, le singleton y égale le singleton x. Et là, si on veut utiliser l'axiome d'extensionnalité, bah, il nous dit que le singleton y égale le singleton x si et seulement si ils ont les mêmes éléments, si et seulement si, bah, y égale x. Et en fait, bah, on n'a pas avancé du tout. Du coup, l'axiome d'extensionnalité ne nous permet pas de nous rendre compte avec ces ensembles qui s'imbriquent dans eux-mêmes si on a une unicité, et on a vraiment besoin de cette unicité dans notre axiome d'antifondation pour montrer que y égale x, et qu'on a une seule solution à ce système d'équations. Donc je vais finir cette vidéo sur 2 exemples. Le premier exemple, c'est que le singleton qui contient le singleton qui contient le singleton, etc. En l'occurrence, cet ensemble, on appelle ça un atome, une solution de l'équation x égale x, ce que je vais vous expliquer juste là. Et du coup, il est solution de l'équation x égale le singleton x, ce qu'on appelle un atome, et du coup, quand on regarde cet axiome d'antifondation là, parce qu'il faut savoir qu'après il y a plein de gens qui sont amusés à inventer leur propre axiome d'antifondation et qui sont pas tous exactement pareils, mais grâce à cet axiome d'antifondation là, on sait qu'il est unique. Donc, pour montrer qu'un tel ensemble existe, par exemple, il suffit de prendre les x et y qui sont donc égaux, ce qu'on vient de dire là, qui sont solutions de x égale le singleton y et qu'y égale le singleton x. Et du coup, vu qu'ils sont égaux, ce qu'on a vu juste avant, ça veut dire que x qui est égal au singleton y, x c'est aussi le singleton x. Et quand on les... du coup, si x c'est égal au singleton x, il suffit de remplacer... En fait, par exemple, je peux juste remplacer là aussi. Donc, si je prends y c'est égal au singleton x, je le mets dedans, ça me fait un singleton de x, puis x égale au singleton de y, ça me fait un singleton de y, etc. Et en continuant indéfiniment, en remplaçant à chaque fois, ça me fait une infinité de singletons les uns dans les autres. Je peux faire un truc encore même plus simple. Alors plus simple. Ça va peut-être pas forcément vous paraître plus simple parce que je le fais en 3 phrases alors que cet exemple-là, je l'ai détaillé en parlant tout ici et puis tout là. Mais c'est la même idée. En fait, l'idée c'est qu'au lieu de faire une décoration avec de prendre une décoration de ce graphe-là avec A et B, et A qui pointe vers B et B qui pointe vers A. Et en fait, on voit que cette boucle, c'est le fait que on va avoir un ensemble qui appartient à un autre et que le premier ensemble, il appartient au second. On n'a pas besoin de faire si compliqué, il suffit de prendre un seul ensemble et une boucle qui va vers lui-même. Et quand on va regarder la décoration, ça ira exactement comme on veut. Si on prend si on prend un graphe, pourquoi f de l'ensemble vide là? C'est f de A que je vais écrire. Oui, excusez-moi. Donc c'est pas f de l'ensemble vide, là c'est f de A. On prend un graphe qui a un unique sommet A. Et ce sommet A, il est bouclé à lui-même. Et du coup, si on prend f de A, excusez-moi, c'est pas du tout l'ensemble vide, on a que la définition de la décoration, c'est que si on a f d'un nombre, c'est le singleton des nombres qui pointent pas d'un nombre, d'un point, c'est le singleton des f des points qui pointent vers lui. Le seul truc qui pointe vers A, si on a pris une seule boucle, c'est A, et donc f de A, c'est égal au singleton qui contient f du seul point qui pointe vers lui, c'est-à-dire A, mais on peut réécrire que f de A, c'est le singleton du seul point qui pointe vers le singleton qui contient l'image du seul point qui pointe vers A, et du coup on a un singleton du singleton de f de A, et on continue en remplaçant à chaque fois, et ça nous donne bien exactement cet ensemble-là. En particulier, du coup, on a créé un ensemble d'éléments qui s'appartiennent à eux-mêmes, tels qu'on a x0 qui soit dans x0, puis x1 qui soit dans x0, x2 qui soit dans x1, etc. indéfiniment, vu que fa est dans fa, et que fa, etc. fa est dans fa, et fa est encore dans fa, et fa est encore dans fa. Et du coup, on a un contre-exemple de ce qu'on avait quand on avait l'axiome de fondation, qui disait que de tels objets n'existaient pas. Et si on enlève l'axiome de fondation et qu'on met l'axiome d'antifondation pour un de nos hyperensembles, au contraire, ce genre d'objet existe. Donc finalement, notre dernier exemple, on montre que le système où l'ensemble X c'est la paire
qui est constitué de l'ensemble 1 et de l'ensemble Y, et Y c'est la paire constituée de l'ensemble 2 et de l'ensemble X, que ce système-là, il admet une unique solution. Donc, pour l'existence, on va se placer dans un graphe G, qui est engendré par la relation qui est définie du coup sur E, qui va être l'ensemble des sommets, où on a les sommets, ça sera 0, 1, 2, A et B, et on veut avoir 0 R1, 1 R2, 0 R2, 1 RA, 2 RB, A RB et B RA. Donc ça veut dire que on a du point 0 au point 1, on a une flèche de 0 vers 1, de 1 à 2, on a une flèche du point 1 vers le point 2, etc. Et on a une flèche du point A vers le point B, du point B vers le point A, et on comprend bien que c'est ce qui va nous créer notre cycle, hein, du fait que X et Y s'appartiennent mutuellement à eux-mêmes. Et du coup, si on prend F une décoration de cet ensemble-là, si on regarde F de 1, qu'est-ce que ça vaut F de 1? Ben, on regarde tous les points qui pointent vers 1, il y a seulement 0 qui pointe vers A, 1. Donc F de 1, c'est le singleton qui contient F de 0. Et qu'est-ce qui pointe vers 0? Bah, il n'y a rien du tout qui pointe vers 0. Donc F de 0, c'est l'ensemble vide. Et du coup, F de 1, c'est le singleton qui contient F de 0, c'est le singleton qui contient l'ensemble vide. Mais là, on va mordre un peu sur notre construction de von Neumann, hein, parce qu'on sait que 0, 1, etc., 2, et tout ça, tous nos nombres, ce sont des constructions à partir de l'ensemble vide. En particulier, 0, c'est l'ensemble vide, 1, c'est l'ensemble de l'ensemble vide, et on sait que 0, 1, etc., on a dit que c'était des ensembles, parce que tout était des ensembles, et que c'est le principe de la théorie des ensembles, et si on voulait les construire, on était obligé de les définir à partir de l'ensemble vide, parce que ce sont des ensembles qui sont bien fondés. Et parce qu'on les veut en particulier dans ZFC avec fondation, hein, bien entendu. Et du coup, c'est comme ça qu'on a décidé de les construire. On a décidé de poser 0 qui est l'ensemble vide, 1 qui est l'ensemble qui contient 0, c'est-à-dire l'ensemble de l'ensemble vide, etc. 2 qui est l'ensemble qui contient 0 et 1. Et ce sur quoi je veux insister, c'est que on était obligé, vu que tous les nombres sont forcément des ensembles, de les construire comme ça. Et le deuxième truc que je vais redire encore une fois, mais c'est que ça sera dans la prochaine vidéo. Donc maintenant, si on regarde f de 2, bah f de 2, qu'est-ce qui pointe vers 2? On a 0 qui pointe vers 2, et 1 qui pointe vers 2. Donc f de 2, c'est l'ensemble qui contient f0 et f de 1. f de 0, on a dit que c'était l'ensemble vide, f de 1, c'est 1. Bon, l'ensemble vide, on a dit que c'était aussi 0. Et du coup, f de 2, bah du coup, c'est l'ensemble qui contient 0 et 1, mais l'ensemble qui contient 0 et 1, par définition, c'est 2. Et du coup, on a bien f de 2 qui vaut 2. Maintenant, si on regarde f de A, bah f de A, qu'est-ce qui pointe vers A? On a 1 qui pointe vers A, et on a B qui pointe vers A. Donc c'est l'ensemble qui contient f de 1 et f de B. F de 1, on a déjà dit que c'était 1, et f de B, ça reste f de B. Et maintenant, si on regarde f de B, qu'est-ce qui pointe vers B? On a 2 qui pointent vers B, et A qui pointe vers B. Donc f de B, c'est la paire f de 2, f de A. Excusez-moi, là ça devrait être un A, et là ça devrait aussi être un A. Et du coup on a f de B qui est égal à 2 f de A. Bien sûr ceci n'est pas un B, vous n'avez rien vu. Et vu qu'on a f de B qui est égal à 2 f de A, et f de A qui est égal à 1 f de B, on a bien une solution de ce système, hein, en posant x égale f de A, y égale f de B, on a bien x qui est égal à 1 f de B, c'est-à-dire y, et y, c'est-à-dire f de B qui est égal à 1 f de A, bien sûr c'est un A, hein, c'est B qui pointe vers A, et B qui pointe vers B, et du coup on a bien y qui est égal à 2,x. Donc ça c'était pour l'existence. Bon, et maintenant finalement on va montrer l'unicité, et ce en réutilisant le graphe qu'on a construit juste avant. Et l'idée ça va être de montrer qu'on a deux décorations différentes du graphe, et que l'axiome d'antifondation nous disant que le graphe il admet une unique décoration, si on va supposer qu'on a deux solutions, on va montrer que ça fait deux décorations différentes, et du coup vu que le graphe il est censé avoir une unique décoration, ça montrera qu'il n'y a qu'une seule solution en fait, et qui est celle qu'on a vue juste avant. Donc d'où vient cette unicité? Donc si on prend x, y un premier couple solution et uv un deuxième couple solution, on va poser du coup deux choses qui vont s'avérer des décorations du graphe. On va poser des fonctions f et g, telles que f de 0 c'est g de 0 c'est 0, f de 1 c'est g de 1 c'est 1, f de 2 c'est g de 2 c'est 2, f de a ça va être x, quand g de a cette fois-ci ça sera u, f de b ça sera y, quand g de b cette fois-ci ça sera v. Et en fait on constate que f et g ce sont des décorations de g. Alors par exemple le fait que on ait f de a, bah quand on regarde f de a c'est x,
x c'est 1y, et 1y, bah c'est 1 f de b, vu que f de b c'est y. Dans le même genre, on aurait g de a qui est égal à 1 v qui est égal à 1 f de v. Non, g de a qui est égal à 1 v qui est égal à 1 g de b. Et du coup, bon, j'ai pas mis la vérification pour tout, mais l'idée c'est que ça marche vraiment exactement pareil que quand on a construit là-haut. Hein. On a f et g qui sont deux décorations du coup du graphe G. Et vu que f et petit g sont deux décorations du graphe G, par l'axiome d'antifondation, il n'y a pas deux décorations du graphe G, il y en a une unique. Ça veut dire que ces décorations f et g ce sont les mêmes. Et vu que f et g sont les mêmes décorations, en particulier vu que x c'est f de a, mais c'est f de a et f et g c'est les mêmes décorations, donc f de a c'est aussi g de a, donc c'est u, donc x égale u. Et y c'est f de b qui est égal à g de b parce que f et g sont les mêmes décorations et c'est v. Et du coup on a que le couple xy, ben c'est la même chose que le couple uv, et on a une unique décoration. Voilà. Et en gros c'est ce que nous permet de faire cet axiome d'antifondation. Il nous permet de construire à peu près tous les ensembles qu'on voudrait construire en imbriquant des infinités d'ensembles dans eux-mêmes. Mais en gros, si on prend à peu près n'importe quelle équation ensembliste, faudrait que je me renseigne un peu, mais je crois que ça s'appelle The Solution Lemma. J'ai pas trouvé de référence de celui-là en français. Si ça vous intéresse, allez voir. Et qui nous dit qu'en gros, à partir du moment où on a un système d'équations ensemblistes, hein, par exemple comme ce système-là, ou comme ce système-ci, on va avoir une solution et celle-ci sera unique. Et c'est ce que nous permet d'avoir l'axiome d'antifondation. Il nous permet de jouer avec des hyperensembles et de résoudre des solutions, des équations ensemblistes. Et puis ben voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur l'axiome de fondation. J'espère que ça vous a plu, que ça aura pas été trop laborieux et que toutes les coupures ne se verront pas trop au montage. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.